Maître Rod, bonjour. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, nous verrons pourquoi est-il utile de passer par un avocat suite à une agression sexuelle. Maître Rod, c'est à vous. Dès que vous êtes victime d'une agression, d'une infraction ou d'un acte avec lequel vous n'êtes pas d'accord, il faut immédiatement saisir ou le commissariat de police ou la gendarmerie, selon qu'il y ait un commissariat ou une gendarmerie dans le lieu où vous habitez. Et par la suite, vous devez, et c'est la loi nouvelle qui le dit, exiger de la police ou de la gendarmerie une déclaration de plainte. Déclaration de plainte en main, vous avisez sans désemparer en ce moment l'avocat. Parce que parfois, cette plainte que vous avez déposée peut traîner. Il peut se faire que l'individu, si c'est une plainte contre personne déterminée, soit une personne connue, et que ça traîne un peu, et ou peut-être que vous soyez dans une situation où le commissariat est débordé, surchargé, la gendarmerie pleine à craquer de gens se plaignant d'actes ou autres malversations, et en ce moment, votre dossier traîne. Vous voyez en ce moment l'avocat, vous lui donnez votre déclaration de plainte, ou si c'est simplement une main courante, les éléments permettant de situer la main courante, et avec cela, muni de ces documents, il s'adresse directement au parquet pour savoir où en sont les choses. Maître, tout de suite, que doit-on comprendre par l'appellation agression sexuelle sous l'article 222-22 du Code pénal? L'article 222-22 donne la définition qui est la définition classique, la définition la mieux charpentée de l'agression sexuelle. L'agression constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et les dispositions du deuxième alinéa de ce texte règlent une question pendante qui avait été posée par le général de Gaulle lui-même: est-ce qu'on viole sa femme? Voilà ce que dit de façon précise la loi numéro 2006-399 du 4 avril 2006, article 11. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113.6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113.8 ne sont pas applicables. Alors voilà la définition complète que vous donne l'article 222-22 tel que ce texte est sorti et se retrouve dans le code pénal après la promulgation de la loi du 4 avril 2006, article 11. Voilà ce qu'il y a comme réponse complète sur le viol et sur les agressions sexuelles d'une façon générale. Le général de Gaulle avait dit, et je reviens à ce que j'avais dit, est-ce qu'on viole sa femme? Oui, on peut violer sa propre femme si l'on a commis une atteinte sexuelle avec pénétration, avec violence, contrainte, menace ou surprise. Surprise, rappelons, qu'est-ce que l'on met derrière le mot surprise? Ah ben la surprise, quelqu'un s'avance, quelqu'un est dans son lit, s'y attend pas, on se précipite sur elle, on la maîtrise et on la viole. Même si on est un mari, alors que la femme crie, la femme proteste, les éléments du viol sont constitués. D'accord. Doit-on aussi comprendre par surprise sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue?
Ah bien non, si la personne est sous l'emprise de l'effet, il y a deux cas de figure. Ou c'est la personne, la victime, qui est sous l'emprise de la drogue, ça n'empêche, même si une personne est sous l'emprise de la drogue, on peut la surprendre. Et la surprise, généralement, stricto sensu, s'entend de la personne qui arrive à l'improviste, alors qu'on ne s'y attend pas, le détourné qui brusquement vous maîtrise, et il y a en même temps un acte de pénétration ou d'atteinte sexuelle. La pénétration sexuelle vous amène à un autre chapitre des agressions sexuelles, le chapitre principal, le chapitre terrible, celui qui constitue aux yeux des jurés, aux yeux de la population, l'élément le plus abominable qui puisse arriver, c'est-à-dire le viol. Maître, quelle différence doit-on faire entre le mot agression sexuelle et éventuellement la loi, puisque aussi il y a deux, je ne dirais pas deux articles, mais on distingue l'agression sexuelle sous l'article 222 trait d'union 22 du Code pénal et le viol, et là c'est toujours 222 mais trait d'union 23. Quelle distinction doit-on faire entre agression sexuelle et viol? L'agression sexuelle, c'est le genre de toutes les atteintes sexuelles. Vous touchez une jeune femme sans son consentement, vous lui frôlez les seins, et comme on dit en créole, piger TTI, vous tentez de l'embrasser alors qu'elle ne veut pas. Là, il s'agit d'une agression. Et comme l'intention est une intention sexuelle, comme l'atteinte est une atteinte qui s'approche des organes sexuels ou génitaux, en ce moment c'est l'agression sexuelle, c'est le terme générique. Tandis que le viol est un acte particulier qui concerne un secteur particulier de la personne, de la personne opposée, fille ou garçon, c'est le sexe. C'est un acte de pénétration. Évidemment, c'est un garçon, c'est de dos, c'est une femme, c'est de face, mais on peut aussi violer la femme. Et il peut y avoir agression anale ou agression vaginale. Alors, d'accord. Maintenant, comment prouver ou que peut-on appeler la preuve d'une agression sexuelle? Et là, je me réfère, et je vous laisserai dire, que signifie cette fameuse date du 17 mars 1999? Eh bien, la date du 17 mars 1999 est un article de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a eu pour but de freiner. Avant, on répugnait à poursuivre les agressions sexuelles malgré les dispositions de plus en plus impératives de la loi. Avant, autrefois, avant 1999, il y avait les textes, mais il y avait un peu, on ralentit, une femme venait, disait qu'elle avait été violée, est-ce vrai ou ne pas vrai, et ainsi de suite. Et il y a eu une réaction. Et il y a eu les femmes qui ont défilé, les femmes qui ne veulent pas être battues, les femmes qui ne veulent pas être violées, qui ont raison de ne vouloir être ni battues ni violées. Et donc, il y a eu une réaction. Et en ce moment, il suffisait de dire, mais oui, j'ai été victime d'une agression sexuelle. Et l'on disait, ça suffit, il suffisait de la parole de la victime pour que cette parole soit considérée comme une preuve absolue. Alors qu'une victime peut avoir un intérêt à ne pas dire la vérité. Et il est du devoir de la police, il est du devoir de l'instruction, il est du devoir du tribunal de justifier et de prendre les éléments. Alors voilà ce qu'a dit. Voilà alors la preuve. Vous avez. Ah ben ouais, il y a une déclaration. Il y a la victime qui dit j'ai été victime. Il y a le certificat médical qui constate que les organes sexuels ont été atteints, ont été perforés, ont saigné, par exemple, comme la preuve d'un coup de poing sur le nez, ben le dessin. L'agression sexuelle, il y a le sexe, le vagin, ou même l'utérus peuvent être atteints par une pénétration très profonde, et voilà tout ça, le médecin relève, c'est un élément prouvant que la femme a été violée. Et la recherche ADN permet, en établissant que l'on a les traces
de l'ADN du violeur qui n'avait pas, par exemple, une capote, qui a fait violer à sexe nu, et en ce moment-là, l'ADN dit oui, les traces que nous retrouvons sont des traces de l'ADN de X, donc X est l'auteur du viol. Voilà une preuve matérielle qui est pratiquement irrésistible, à 99%, dès 97%, de probabilité, on a l'absolue certitude, et les jurés en ce moment, puisque ce sont des affaires criminelles, ont cet élément, on dit voilà la plainte, voilà le certificat médical, voilà l'ADN, est-ce que vous pouvez dire que cet homme est coupable ou non? Et les jurés, 99% devant de telles preuves, s'inclinent. Il y a aussi la preuve par témoignage qui est considérée comme une preuve relative, puisqu'un témoignage peut être détruit par un autre. Et enfin, il y a la preuve par l'aveu, qui était considéré au Moyen-Âge comme la reine des preuves, et que la police, la gendarmerie, les enquêteurs, ceux qui sont chargés des investigations, s'efforcent de rapporter, mais pas par tout moyen. On ne peut pas torturer quelqu'un pour lui arracher la preuve. Alors la Cour de cassation a voulu mettre un holà dans cela, et elle vous a dit, doit être cassé, on va m'excuser de la lecture, mais elle est essentielle, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un prévenu du chef d'agression sexuelle aggravée, retient que les victimes ont déclaré de façon crédible avoir été l'objet d'un touchement sexuel de la part du prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles demeurées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, et on peut même ajouter, pour rester dans le cadre de l'article 222-22, à menace. Voilà, violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, maître, dans cette notion de preuve, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, ou même avant cela, suite à un événement de viol, si un conseil à donner, puisqu'on parle d'ADN, donc de matière vivante, donc de matières qui ont une durée de vie aussi, des preuves qui peuvent mourir quand on parle de l'ADN masculin. Si vous, dans une expérience, vous avez un conseil à donner... Je t'interromps, si c'est un cheveu, la preuve dure plus longtemps. Un poil. J'ai pensé à une autre. Excusez-moi. Si l'avocat que vous êtes, de par son expérience, a un conseil à donner à quelqu'un suite à un événement immédiat de viol, pour ces pertes peut-être de preuves, des fois des réflexes sont d'aller se doucher, de se nettoyer presque pour se débarrasser de la mémoire de cet événement. Quel conseil que vous, avocat, vous dites pour ne pas perdre ces preuves? C'est l'erreur capitale. L'erreur capitale, c'est d'aller se laver et d'enlever pratiquement toutes les preuves matérielles. Donc, il faut immédiatement se précipiter chez le médecin, et le médecin constate, fait les prélèvements ADN et permet par des expertises d'établir la réalité du fait matériel de la pénétration sexuelle. Mais c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est muni du certificat médical, on va immédiatement à la gendarmerie. Vous me dites c'est un peu contraignant, il faut faire ce qu'il faut, parce que l'essentiel, c'est d'une part dire la vérité, et deuxièmement chercher le coupable. Et on doit porter à la police ou à la gendarmerie, dans l'immédiat, tous les éléments permettant de rechercher le coupable. Et si on le connaît, raison de plus, quelle que soit la situation, il faut faire vite, faire diligence. Alors voilà ce que j'ai à dire, et après cela, voir un avocat. Voir un avocat, faire comme on le fait aux États-Unis d'Amérique, et s'efforcer de rester au sein de l'Europe, de faire comme les autres Européens. Immédiatement, on s'adresse à l'avocat pour pouvoir prendre en main les choses. L'avocat est le défenseur privilégié de la veuve et de l'orphelin et des victimes. Avant les juges, avant les gendarmes, avant la police, il y a l'avocat pour permettre à la société de fonctionner de façon normale, de façon civilisée, dans le cadre et le respect de la loi. Je ne mets pas en cause les hommes, mais je vous dis, victime, immédiatement, vous vous précipitez dans la matière
de l'atteinte sexuelle, dans la matière de l'agression sexuelle, dans la matière du viol, on vous précipitez chez le médecin, chez le spécialiste qui, lui, va donner tous les éléments permettant à la gendarmerie ou à la police, l'une ou l'autre, suivant le secteur où l'on se trouve, de pouvoir passer immédiatement au stade des recherches l'avocat pour que la loi soit respectée et pour que vos droits soient défendus tant devant la juridiction d'instruction que la cour d'assises siégeant en matière civile et que la CIVI, parce que généralement les abominables personnages qui commettent ces faits abominablement condamnables, qui commettent ces faits odieux, eh bien il faut que vos droits soient défendus devant toutes ces juridictions, parce que ces juridictions, il faut leur apporter des preuves, il faut leur fournir des explications, il faut établir les dommages-intérêts. Je sais que l'on a, avec le rapport d'Intillac, donné tout un cursus pour pouvoir obtenir les dommages-intérêts. Mais là, il faut faire vite. Il faut faire vite. Et l'essentiel de ceux qui doivent, y compris la CIVI, de ceux qui ont à donner réparation, y compris les compagnies d'assurance, l'essentiel c'est de faire traîner. Et alors, quand vous faites traîner, quand les choses durent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il arrive un moment où les malheureuses victimes peuvent elles aussi, comme tous les autres êtres humains, passer de vie à trépas. Et en ce moment, vous vous heurtez à un homme posthumous. On dit mais c'est fini, il est mort, et les héritiers ont les pires peines du monde à obtenir réparation. D'accord. Maître, face à cette notion de preuve de l'agression sexuelle, il y a aussi une stratégie de la partie adverse, surtout quand vous connaissez la personne, vous pouvez traumatiser une deuxième fois, vous poussant à renoncer à la plainte, à l'humiliation. Eh bien, cette notion de confrontation. Vous, en tant qu'avocat, vous êtes l'avocat de la victime aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes féminines qui nous regardent, et certes masculines, nous parlons de quelques cas tout à l'heure, les aider à appréhender cette situation de confrontation dans le cadre d'agression sexuelle? Maître Ward, c'est à vous. Ah bien, la confrontation, c'est une démarche, c'est une mesure d'instruction, une mesure d'investigation, une mesure de recherche de la vérité, et qui est absolument essentielle, mais qui est faite, vous n'avez pas besoin de la demander, qui est faite immédiatement si vous avez désigné votre agresseur, si vous avez désigné l'auteur de l'atteinte sexuelle, si vous avez désigné l'auteur du viol. Eh bien en ce moment, c'est une démarche qui s'impose à la police. Mais parfois, les personnes sont tellement terrorisées. Les violeurs commettent parfois des choses tellement abominables. Et les auteurs d'agressions sexuelles, d'atteinte sexuelle, ne sont pas des premiers coups, il faut porter plainte. Mais on pense que c'est peut-être si c'est un patron ou un autre, on hésite. Est-ce que dans des situations comme celle-ci, il faut aussi considérer son avocat comme un coach pour se préparer à un tel événement qu'est la confrontation? Ah mais l'avocat c'est tout, c'est un confident, c'est un coach, c'est un entraîneur, et vous êtes une victime, vous devez d'abord dire la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité à votre avocat. Si l'avocat n'a pas la vérité, c'est un homme, je vais employer un mot terrible, un homme impuissant. Il n'a pas la vérité à main, il n'a pas l'arme qui lui permet d'agir avec sévérité, avec détermination, avec volonté. Et à partir du moment où il a la vérité, il la donne aux tribunaux, il la donne aux juges. Et il faut préparer, parfois on a peur, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, la confrontation, et évidemment il y a ces hommes des bois, ces hommes des carrefours, ces violeurs des jardins, ces violeurs du crépuscule, parfois on a peur de ces hommes-là, et évidemment il faut voir un psychologue. Il faut voir le psychologue qui vous remet est-ce que le psychologue, justement, quand on parle des spécialistes, le psychologue peut être aussi un moyen de prouver qu'il y a eu viol parce qu'il y a eu traumatisme? Ah bien, le psychologue est nécessaire pour aider la justice. Le psychologue donne sur ce point-là son opinion sur l'état psychologique de la victime. Et dans le même temps, ou c'est le même psychologue ou c'est un autre,
il est chargé d'examiner l'auteur du délit ou du crime. Et même, il faut, avec le psychologue, le psychiatre. Et les rapports des psychologues et des psychiatres donnent aux juges, aux gendarmes, aux policiers, aux investigateurs, au pôle d'instruction, c'est un élément nouveau. On a cru pouvoir réparer ou trop avec le pôle d'instruction. Mon opinion, c'est qu'il faut évidemment qu'on en finisse avec l'ancienne méthode et qu'on vienne à la procédure accusatoire, mais glissons, mais je ne cesserai jamais de dire ce que je répète depuis plus d'un demi-siècle, il faut rallier le reste du monde civilisé, mais il faut faire avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, il faut effectivement préparer la malheureuse victime pour qu'elle puisse affronter les yeux dans les yeux et dire entre quatre yeux ces quatre vérités à l'abominable auteur du crime ou du délit. Maître, nous avons vu que doit-on comprendre par l'agression sexuelle par l'article 222-22 du Code pénal. Comment ne pas perdre ses preuves, ses éléments de preuve, la confrontation, le viol. Revenons sur la notion de viol et là sur l'article 222-23. Réexpliquez-nous qu'est-ce que l'on doit comprendre par viol, parce qu'il y a aussi dans viol dans le couple, viol de son propre enfant. La loi dit quelque chose à ce niveau-là, on doit pas toucher à son enfant. La pédophilie. Revenons sur tout ce que l'on met derrière le mot viol. Alors le viol, c'est un texte très simple, vieux comme le monde. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. C'est un acte de pénétration sexuelle. Alors évidemment, on peut pénétrer sexuellement avec le sexe. C'est 90 fois sur 100 ce qui est retenu, mais le doigt aussi. Et même le doigt, ou même un objet quelconque, mais qui est manœuvré par la main, par main d'homme, il y a pénétration, vous avez l'acte, et vous avez la tête sexuelle, et vous avez le viol à partir du moment où l'on agit par violence, contrainte, surprise et menace. Fellation. Ah bien la fellation, en ce qui concerne, il y a deux cas, hein. Il faut bien voir, allons vite, mais allons vrai, allons juste. Alors, le cas de la fellation, l'individu impose à la victime qu'elle prenne son sexe dans sa bouche. C'est ce qu'on appelle vulgairement, il faut employer le mot sucer. Mais on oblige quelqu'un, par violence, contrainte, menace ou surprise, à sucer, on sort le revolver, il faut sucer, et là, on commet une fellation, et là, il y a une pénétration du sexe dans la bouche, c'est un viol, nous dit la Cour de cassation. Merci. Par contre, c'est l'autre effet. Une femme suce un jeune homme, et alors que le jeune homme n'est pas d'accord, elle le caresse, et elle le suce, et l'on pensait que là aussi, il y avait une pénétration sexuelle, et un acte de pénétration sexuelle, c'est vrai, mais c'était le sexe de la victime qui pénétrait dans la bouche de l'auteur de l'acte répréhensible, et en ce moment, il n'y a pas viol, la Cour de cassation a cassé l'élan trop généreux des cours souveraines. Maître, que dit la loi sur le rapport de vous à vos enfants d'un point de vue sexuel? Parce qu'on parle de 15 ans. Ah ben non, on parle de 15 ans, mais il y a les circonstances aggravantes qui amènent à 20 ans. Non, pas 15 ans de prison. 15 ans de réclusion criminelle. Au-dessus de 10 ans, c'est la réclusion criminelle. Un adulte n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans. Ah ben non. C'est le mineur de 15 ans. Moins de 15 ans, c'est le mineur de 15 ans. C'est un viol. Eh bien, non, à partir du moment où c'est un mineur, il n'y a pas de consentement. Donc, il y a l'absence de consentement et nous arrivons au viol. Mais si il y a quand même dans le dossier la preuve que c'est le mineur qui a sollicité le majeur, qui est intervenu, parce qu'il y a des mineurs vicieux aussi,
on est vicieux à tout âge. Allez-y. Et il y a les mineurs, il y a les majeurs, il y a même les vieillards, et tout cela, il y a le vice aussi. Bon, alors, si cet élément-là est un élément qui va permettre au juge souverain d'atténuer la peine. Mais il n'en demeure pas moins, dès que l'instant vous avez quelqu'un qui ne peut pas donner de consentement, il y a l'absence de consentement, et il y a la contrainte, il y a la menace, la violence et la surprise. Maître, il ne reste même pas 2 minutes. Maître, mais vraiment pas 2 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'était, on pourrait dire, assimilé à la pédophilie, dans la famille, est-ce que si votre enfant vous dit oui, un père ou une mère a le droit d'avoir des rapports sexuels avec son propre enfant? C'est considéré comme un viol ou pas? C'est puni par la loi ou pas? Jusqu'à 18 ans. Oui, on parle au-dessus de 18 ans, les majeurs font père et mère, sœurs et frères, les majeurs font ce qu'ils veulent. Mais les mineurs, non. Au-dessous, c'est toujours les mêmes règles. Au-dessous de 15 ans, il y a absence totale de consentement. Au-dessus de 15 ans, puisque les filles peuvent se marier à 16 ans, au-dessus de 15 ans et jusqu'à 18 ans, il y a évidemment le détournement du mineur. Il y a le fait que vous ne pouvez pas disposer comme ça, même si il y a une apparence d'accord de quelqu'un qui n'a pas une possibilité de donner un consentement vrai, total et légal. Mais il reste moins d'1 minute. Est-ce que nous sommes d'accord? Vos enfants, de point de vue sexuel, la loi vous interdit d'avoir des rapports sexuels avec eux. Accord ou pas d'accord? Ah oui, c'est la pédophilie. Les pères et mères n'échappent pas. La loi est la loi. Elle vaut pour tout le monde. Si votre enfant vous dit d'accord, à partir du moment où il a moins de 18 ans, c'est interdit, c'est un viol. C'est un interdit absolu. On n'a même pas de foi de religion. Et génétiquement parlant, et médicalement parlant, c'est ça. C'est une des causes de la dégénérescence du peuple. Ensuite, quand ce n'est pas votre enfant, si cet enfant a moins de 15 ans, même s'il vous dit oui, c'est encore interdit par la loi. Totalement interdit. C'est la question du consentement. Et peut-on donner un consentement? Au-dessous de 18 ans, on ne peut pas donner un consentement valable. D'accord. Est-ce qu'il y a encore un mot que Maître Rod voudrait signifier à toutes celles et ceux qui aujourd'hui se retrouvent victimes d'agressions sexuelles, de violences sexuelles, jusqu'au viol? Il y a un schéma. Le médecin, la gendarmerie ou la police, et ensuite l'avocat. Maître Rod, merci. D'accord. Je profite de l'antenne pour envoyer un grand bonjour à Mme Tomiche qui m'a envoyé un fax concernant une lettre de 87 adressée au MASU. Juste préféré qu'il m'envoie un mot sur cette époque héroïque où il faisait la grève de la faim à Saint-Hyacinthe, où j'étais son avocat en sa qualité de patriote guadeloupéen devant comparaître au procès d'avril 1968 et où je venais le voir pour le réconforter durant cette terrible épreuve de la grève de la faim. Maître Rod, bonjour. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, nous verrons pourquoi est-il utile de passer par un avocat suite à une agression sexuelle. Maître Rod, c'est à vous. Dès que vous êtes victime d'une agression, d'une infraction ou d'un acte avec lequel vous n'êtes pas d'accord, il faut immédiatement saisir ou le commissariat de police ou la gendarmerie, selon qu'il y ait un commissariat ou une gendarmerie dans le lieu où vous habitez. Et par la suite, vous devez, et c'est la loi nouvelle qui le dit, exiger de la police ou de la gendarmerie une déclaration de plainte. Déclaration de plainte en main. L'alinéa de ce texte règle une question pendante qui avait été posée par le général de Gaulle lui-même. Est-ce qu'on viole sa femme? Voilà ce que dit de façon précise la loi numéro 2006-399 du 4 avril 2006, article 11. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas,
la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113.6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113.8 ne sont pas applicables. Alors voilà la définition complète que vous donne l'article 222.22 tel que ce texte est sorti et se retrouve dans le code pénal après la promulgation de la loi du 4 avril 2006, article 11. Voilà ce qu'il y a comme réponse complète sur le viol et sur les agressions sexuelles d'une façon générale. Le général de Gaulle avait dit, et je reviens à ce que j'avais dit, est-ce qu'on viole sa femme? Oui. Les éléments permettant de situer la main courante, et avec cela, muni de ces documents, il s'adresse directement au parquet pour savoir où en sont les choses. Maître, tout de suite, que doit-on comprendre par l'appellation agression sexuelle sous l'article 222-22 du Code pénal? L'article 222.22 donne la définition qui est la définition classique, la définition la mieux charpentée de l'agression sexuelle. L'agression constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et les dispositions du deuxième, vous avisez sans désemparer en ce moment l'avocat, parce que parfois cette plainte que vous avez déposée peut traîner. Il peut se faire que l'individu, si c'est une plainte contre personne déterminée, soit une personne connue, et que ça traîne un peu, et ou peut-être que vous soyez dans une situation où le commissariat est débordé, surchargé, la gendarmerie pleine à craquer de gens se plaignant d'actes ou autres malversations, et en ce moment, votre dossier traîne. Vous voyez en ce moment l'avocat, vous lui donnez votre déclaration de plainte, ou si c'est simplement une main courante, les